Je vais vous parler aujourd'hui du multiculturalisme originel aux Mascareignes et plus tard aux Seychelles. Alors les Mascareignes, c'est l'île de la Réunion, anciennement l'île Bourbon, et puis l'île Maurice, anciennement île de France, par la colonisation française, et puis l'île Rodrigue, qui elle a conservé son nom. Au début du peuplement de l'île Bourbon, il y a 350 ans, une majorité de Blancs, originaires de l'ouest de la France, vivent maritalement avec des femmes malgaches ou indiennes. Alors je contredis fermement Duro Redley quand il écrit en 1995, c'est un auteur réunionnais. Voilà ce qu'il écrit. « Détruisons une légende tenace et erronée. Très rares sont les familles blanches de Bourbon où a pénétré le sang malgache. Il y a donc eu peu de mariages mixtes à l'aube de la colonisation. L'alliance entre les deux ethnies ne se produisit que dans 15 familles sur 46. » Alors, Duro Redley ne dit pas comment il détermine ces chiffres et à quelle date il les situe. Qu'appelle-t-il une alliance d'abord, Considère-t-il comme moi qu'un fils de famille blanche se mariant à une fille de couple mixte franco-malgache ou même à la petite-fille d'un malgache fait pénétrer le sang et l'esprit de la grande île dans la communauté blanche? En tout cas, on sait que ces unions ont été cachées à l'île Bourbon. Alfred Rosset, dans son livre historique qu'il intitule Les premiers colons de l'île Bourbon, est beaucoup plus précis. Et voilà ce qu'il dit. Nous retrouvons mariées aux 13 premières femmes de Bourbon, dont 11 importées, 6 françaises et 6 malgaches, et 2 créoles malgaches, des compagnons de Regnault et des Français arrivés avec la flotte de Montevergne. Alors, Regnault est le premier gouverneur de l'île Bourbon, en 1665, et la flotte de Montevergne arrive vers 1671. Donc, sur les 13 premières familles bourbonnaises de 1670, 7 sont donc des couples mixtes franco-malgaches. Plus de la moitié quand même. Alors, un an plus tard, des colons du Fort Dauphin arrivent à l'île Bourbon avec la flotte de Blanquet de la Haye. Donc on est dans les années 1671, c'est ça. Parmi les 13 colons attestés, 6 au moins emmenaient avec eux leur épouse malgache, de la flotte de la Haye. 3 autres devaient épouser plus tard, à Bourbon, des Indiennes. Donc ce qui fait que sur 26 couples déjà formés, 15 sont des couples mixtes franco-malgaches ou franco-indiens, soit près de 60%. Et n'oublions pas que cohabitent avec eux quelques couples malgacho-malgaches. La génération suivante, je cite, créole blanc et malgache, fournira des épouses à ceux des colons qui n'ont pas encore pu en être dotés. L'impatience, dira Rosset, ne leur permettra pas d'attendre longtemps, et comme le dit Jean Barassin, ces barbons célibataires forcés suivaient avec convoitise la croissance des filles de leurs compagnons. L'âge réel des jeunes personnes importait peu, on ne regardait que l'âge physiologique. C'est ainsi qu'entre 1685 et 1700, on trouve mariée une fille de 10 ans, 6 de 11 ans, 8 de 12 ans, 9 de 13, 9 de 14. Alors, compte tenu des ménages qui leur ont donné naissance à ces filles qui sont donc toutes jeunes, il paraît évident que la grande majorité de ces jeunes épouses sont métissées. Si Redley, Duro Redley que j'ai cité au début, cherche à prouver l'insignifiance du sang de couleur dans les origines premières des créoles de la Réunion, n'oublions pas que les alliances avec du sang métissé, avec du sang de couleur,
ont été cachés. Hein. Redley aura quand même beaucoup de peine donc à prouver cela, car Rosset, donc l'historien, fait le décompte exact suivant. Alors voilà ce qu'il écrit. En 1686, la population de Bourbon se composait de, premièrement, Français et Françaises, 10 familles comprenant 54 personnes. Ceux-là, ils sont blancs. Deuxièmement, Français et Portugaises des Indes, 12 familles comprenant 66 personnes. Ceux-là sont métissés. Troisièmement, Français et femmes de Madagascar, 14 familles comprenant 78 personnes. Quatrièmement, Noirs et femmes de Madagascar, 8 familles comprenant 40 personnes. Cinquièmement, 2 Hollandais, dont l'un a épousé une Française créole, et l'autre une négresse créole, enfin une Noire créole, soit 4 personnes. Sixièmement, 16 Noirs de Madagascar, célibataires, 16 personnes. Septièmement, 12 Noirs indiens, célibataires, 12 personnes. Total 269 personnes. C'était donc à 269 personnes établies à Saint-Paul, à Saint-Denis et à Sainte-Suzanne que le gouverneur Drouillard, un des tout premiers gouverneurs de Bourbon, allait avoir à commander. Et il ajoute, à peu de choses près, l'élément français était pour moitié dans cette population. Voilà le rapport de Rosset. Alors si ce décompte fait apparaître, selon son auteur, 50% de Français, ce qui est juridiquement faux, parce que les femmes de couleur mariées avec des Français, elles sont françaises. Il montre surtout que les blancs purs ne sont que 83, soit 31%, alors que les malgaches purs sont 70, soit 26%. Les métis, 92, 50 métis malgaches, français malgaches, et 42 métis français indiens, soit 34%, et les indiens, 24, soit 9%. Donc au total, près de 70% de bronzés, très bronzés. Voilà. Mais le peuplement de l'île Bourbon par les Malgaches à l'époque moderne ne se limite pas seulement à ces premiers couples et à leurs nombreuses descendances. Au XVIIIe siècle, la plupart des esclaves sont prélevés à Madagascar, les autres proviennent d'Afrique, quelques-uns de l'Inde. Les esclaves malgaches peuvent se retrouver sur les propriétés donc par groupes suffisamment importants pour entretenir la mémoire de la patrie perdue et les cultures et les croyances qui s'y pratiquent. De même, presque tous les Noirs marrons, ces esclaves en fuite dans les hauts de l'île, sont des Malgaches ou des Créoles nés à Bourbon, mais de parents malgaches. Ils ont donc la même langue, quasiment, on va dire qu'on considère que le malgache est unifié, bien que les malgaches reconnaissent aujourd'hui qu'ils ne se comprenaient pas trop entre eux. Bon, voilà. Donc ils ont tous plus ou moins la même langue, en tout cas les mêmes racines, ce qui leur permet de transmettre et même de renouveler leur patrimoine immatériel. D'ailleurs, de nombreux mots d'origine malgache se retrouvent dans la langue créole réunionnaise. Alors, je cite, c'est une citation de Jean-Pierre Domenicini, qui est un sociologue, et qui dit les langues de diverses communautés n'ont pas fourni au vocabulaire de la langue maternelle en usage à la Réunion des éléments en nombre comparable. Si le français y tient évidemment une trace prépondérante, et de plus en plus prépondérante, le seul autre élément important est le malgache. Voilà ce que dit Domenicini. Et il le prouve par l'exemple de quelques mots courants du créole, comme soubik, fangourin, songe, papang, fangeant, longoz, moufia, vakwa, des mots que les créoles de la Réunion connaissent bien. La toponymie des hauts de l'île nous offre encore d'autres preuves. Silaos, Salazi, Mafat, les trois cirques, Dimitil, Bénard, Mahavel, Tapkal, pour ne citer que les plus connus, sont des mots aux racines malgaches. Leur écriture a seulement été
francisés. Chacun a un sens précis en langue malgache. Voilà ce que dit Domenichini. Mais il fait cependant l'erreur compréhensible d'écrire que c'est le français qui tient la place la plus importante dans la langue créole. À l'île Bourbon au XVIIe siècle, les Blancs capables de parler couramment le français, c'est-à-dire le dialecte de Paris, c'est ça le français, sont très peu nombreux. Les immigrants venant des provinces de l'Ouest parlent le gallo, le poitevin saintongeais, le breton ou le normand. Ceux qui viennent du nord de la France parlent le picard, ceux qui viennent de l'Est parlent le lorrain ou le bourguignon, ceux qui viennent du Sud parlent l'occitan, ou le provençal. Même les originaires du centre, pourtant sous l'influence directe de Paris, parlent à l'époque l'orléanais, le berrichon, le champenois, et il n'est pas certain que les gens de Paris les comprennent. Et chaque dialecte a ses particularismes locaux. On ne parle pas le gallo, par exemple, de la même façon à Nantes ou à Châteaubriand. Ici, à Nantes, le soir se dit la ricieille, là se dit la raicier, mais c'est la même racine galaise, et les gens se comprennent. Aujourd'hui, par exemple, se dit en pays nantais aster pour aujourd'hui, comme en créole réunionnais, aster. Alors de toutes ces langues provinciales, c'est bien le gallo qui sert le plus de base à la formation du créole, non seulement parce qu'il est la langue permettant à l'ensemble de l'Ouest de communiquer. Le gallo est compris par les Bretons, bien sûr, de la Bretagne orientale, les Angevins, les Ménois, les Normands du Sud, les Normands de la Normandie Sud, et même un peu par les Poitevins. Mais c'est surtout en gallo que les équipages des bateaux correspondent. Je l'ai déjà dit, les termes spécifiques de la marine à voile sont des mots gallo. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, beaucoup de ces termes ressemblent à du français, mais leur signification n'a souvent rien à voir avec ce qu'on leur donne à Paris. Et c'est le sens du mot gallo que les créoles vont retenir. Ainsi, râler signifie tirer et non rouspéter. Barrer signifie s'éloigner, partir en tournant la barre du navire et non fermer la route. C'est ce qui fait que le touriste métropolitain a parfois l'impression d'avoir compris quelque chose d'une conversation entre créoles réunionnais, alors qu'en fait il n'y a presque rien pigé. Et un exemple typique est celui cité par l'humoriste Daniel Vabois dans les années 80. J'habitais déjà à l'île de la Réunion. Au moment de tuer un cochon, nous raconte Vabois, dans la cour d'un particulier, comme cela se fait couramment à l'époque, un créole, hilar, s'écrie avec son beau-frère métropolitain « La diaou pèse à lit, pèse à terre, à faire ou la partira de balance ». C'est-à-dire, je t'ai dit de l'appuyer, de le pousser par terre, pourquoi t'es parti chercher une balance? Ben oui, les oreilles, c'est comme ça qu'on appelle les métropolitains à La Réunion, est allé chercher de quoi peser l'animal, alors qu'on lui demandait simplement d'appuyer fort sur celui-ci pour qu'il ne bouge pas au moment de la saignée. Peser en créole, ça veut dire appuyer et non pas faire le poids. Alors le gallo est donc pour beaucoup dans la genèse du créole réunionnais, qui est la langue mère de toutes les autres langues créoles de la zone. Jean-François Smith, de la prestigieuse Université de Laval au Québec, en témoigne. Voilà ce qu'il dit. Rappelons que le créole mauricien provient du créole bourbonnais, le tronc commun des créoles français parlés dans l'océan Indien. Le créole bourbonnais a d'abord été parlé à La Réunion, alors appelée île Bourbon, c'est lui qui dit tout ça,
Puis il s'est propagé sur l'île Maurice et de là sur l'île Rodrigue et l'archipel des Seychelles. En raison des distances et de l'insularité de ces créoles, ceux-ci se sont progressivement différenciés. Les différences sont ensuite amplifiées avec la colonisation anglaise qui a touché Maurice, Rodrigue et les Seychelles. Ça va, 1815. C'est pourquoi il n'est pas toujours aisé pour les créolophones de l'océan Indien de communiquer en créole entre eux et de se comprendre parfaitement. Je vais vous faire juste une petite remarque, ça c'est la citation de Smith. Juste une petite remarque. Je posais la question à un ami créole, Jean-Michel Apostat, sur comment il trouvait l'île de Rodrigue. On était ensemble à l'île Rodrigue. Et la langue, est-ce qu'il avait déjà... Et sa réponse a été spontanée. Je comprends mieux que le créole mauricien. C'est-à-dire qu'à Maurice, le réunionnais est gêné pour comprendre parce qu'il y a trop d'influence indienne, alors qu'à Rodrigue, qui a moins subi d'influence, on retrouve plus la trace du créole bourbonnais de départ. Bien, mais si le gallo est bien une langue de la Bretagne historique, il repose sur du roman. Sa racine, c'est le roman. Bien qu'ayant intégré des mots d'origine bretonne, surtout dans la zone se partageant les deux langues, s'étendant de la presqu'île de Guérande au bord de la Vilaine, et là où l'on parle le Bitao, puis traversant la péninsule bretonne, plein nord jusqu'à Saint-Brieuc. Il fait partie du domaine linguistique des parlers romans de l'Ouest, telle est la formule indiquée dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale du 30 avril 1988. Mais le linguiste breton Hervé Abalin corrige aussitôt, mais il s'agit bel et bien d'une langue de Bretagne à part entière, avec un important substrat de gaulois qui a été influencé par le breton. Il faut savoir que les premiers habitants de l'Armorique sont des Gaulois, les deuxièmes sont des Bretons arrivés de Grande-Bretagne vers le 5e siècle. Ensuite, il y a un peu de Francs aussi qui sont mêlés, et voilà. Peut-on dire pour autant donc que le gallo est une langue celtique? Ben évidemment non. Et il serait bien hasardeux d'avancer que la langue créole réunionnaise prouve l'existence de cette part celtique que j'ai recherchée dans l'océan Indien, parce qu'elle a pour base essentiellement le gallo armoricain. D'ailleurs, concernant la langue, de nombreux exemples dans le monde démontrent qu'une langue n'est que rarement le témoin incontestable d'une civilisation commune. En Inde, je connais l'Inde, j'y suis allé, 22 langues sont reconnues au niveau national, auxquelles il faut ajouter 13 autres langues vernaculaires. Dira-t-on que l'Inde possède 35 civilisations différentes? L'anglais, aujourd'hui, est une langue officielle dans plus de 70 pays répartis sur 4 continents. Dira-t-on qu'ils sont tous de la même civilisation? Comme quoi, parler la même langue, ce n'est pas forcément être de même civilisation. D'autres critères du patrimoine immatériel permettent de révéler la rémanence d'une culture ancestrale, des formes de croyances spécifiques, des caractères psychologiques particuliers, des comportements individuels vus comme étant les signes de reconnaissance d'un certain groupe humain. Notez bien tout ça. Des réactions sociales se reproduisant à différentes époques de façon étonnante. Fernand Braudel, l'homme des civilisations, l'historien des civilisations, affirme « Ainsi, notre premier geste est de croire à l'hétérogénéité, à la diversité des civilisations du monde, à la permanence, à la survie de leurs personnages, ce qui revient à placer au premier rang de l'actuelle civilisation cette étude de réflexes acquis, d'attitudes sans grande souplesse, d'habitudes fermes, de goûts profonds, qu'explique seule une histoire lente, ancienne, peu consciente, tels ses antécédents que la psychanalyse place au plus profond des comportements
de l'adulte. La phrase est remarquable. Hein. L'historien des civilisations nous prouve que seul, au niveau des civilisations, le temps long compte. Voilà pourquoi j'ai tant insisté dans ma thèse d'histoire sur l'héritage celtique dans l'océan Indien, sur les croyances et l'imaginaire des populations de l'ouest de la France, qui ont été les plus nombreuses à peupler les Mascareignes et les Seychelles, et à les coloniser l'océan Indien. Donc l'imaginaire de ces populations, leurs attitudes communes, leur goût communautaire et leurs choix culturels, mais surtout leur caractère psychologique profond, typique de la civilisation celtique. Voilà les caractères que j'ai déterminés. Sens aigu de l'égalité. Oui, les Celtes ont l'esprit d'égalité depuis des millénaires. Et c'est Jules Michelet qui le disait. Respect de la parole donnée. Oui, les Celtes tiennent à la parole donnée. Encore aujourd'hui. Quand on leur ment, c'est un crime. Méfiance à l'égard de l'écrit. Bien sûr qu'on doit être méfiant. L'auteur de l'écrit d'il y a 100 ans, 200 ans, peut très bien avoir menti. Résistance durable à l'oppression et à l'hégémonie. Les peuples celtes en sont témoins. Insurrection brutale, parfois violente. Oui, les Celtes peuvent s'insurger de façon violente. Opiniâtreté, voire entêtement incompréhensible pour un étranger qui traite les Celtes de têtus. C'est quand même pas c'est une évidence. Sensibilité particulière au spirituel, c'est dans les pays celtes où il y a le plus de spiritualisme. Engouement pour les pèlerinages et les rassemblements de fêtes où se commettent souvent quelques excès d'alcool. Oui, c'est la Bretagne, c'est l'Irlande, c'est l'Écosse. Dérives superstitieuses, bien entendu, à partir du moment où il y a un souci de spiritualité, il peut y avoir des dérives superstitieuses. Tendance à la rêverie, bien sûr que les Celtes sont des rêveurs. Et au romantisme, n'oublions pas que le père du romantisme est un Celte, un Breton, François-René de Chateaubriand. Alors, est-ce qu'on retrouve un certain nombre de ces caractères dans les mentalités de beaucoup de Réunionnais? Eh bien, dans ma thèse, j'affirme que oui. Mais il se retrouve aussi, avec une sensibilité différente peut-être, dans les mentalités mauriciennes, rodriguaises, séchelloises. Denis Piat, écrivain et homme d'affaires mauricien, bien connu, président de l'association des Amis de Maé-de-la-Bourdonnais. Maé-de-la-Bourdonnais, pour les Mauriciens, est le père d'un peuple, pas d'une nation, mais d'un peuple. Donc, Denis Piat témoigne de l'influence des Bretons dans le développement originel de son île natale. Il n'hésite pas à louer les grandes capacités de bâtisseur du gouverneur malouin, Maé-de-la-Bourdonnais, qui appelle ce gouverneur vers l'île nombre de ses compatriotes. Et voilà ce qu'écrit Denis Piat. Afin d'initier les habitants aux divers métiers, il fera venir de Bretagne des ouvriers et des artisans qualifiés qui contribueront petit à petit à former une main-d'œuvre locale. Donc il écrit ça dans un livre qu'il intitule « Sur la route des épices, l'île Maurice, 1598-1810 ». Ces premiers formateurs bretons n'apportent pas que leur connaissance. Ils sont bien placés pour faire passer, sans en être forcément conscients, leur propre mentalité, leur atavisme culturel, leurs croyances. Et à qui les transmettent-ils? À des gens pour la plupart de leur région d'origine, ayant fait souche à l'île Bourbon et émigré récemment dans l'île Sœur, l'île de France, mais aussi à des esclaves à talent, comme on appelle l'esclave autre que le noir de pioche,
jugés capables d'apprendre un métier d'artisanat, construction en dur, charpente de marine, forge, etc. Ce qui fait que de cette venue de Maé de la Bourdonnais va naître une mentalité, des habitudes, des attitudes celtiques. Naturellement, l'interculturalité à l'île Maurice ne sera jamais aussi accomplie qu'à La Réunion, à l'île Bourbon à l'époque, du fait même qu'elle n'a pas été soutenue à l'origine par de nombreux couples interraciaux. Si les premiers colons français de l'île de France sont 12 Bourbonnais, accompagnant le breton Jean du Ronguet, le Toulec, ils ne pourront guère y trouver femme parmi les marrons abandonnés par les Hollandais. Abandonné n'est pas le mot exact. Alors, il faut savoir que l'île Bourbon a été colonisée par l'île de France a été colonisée par les Hollandais, jusqu'en 1710 à peu près. Et puis après, les Hollandais sont partis et les Français en ont pris possession quelques années plus tard. Mais justement, est-ce qu'ils ont abandonné des hommes ou pas? Alors, je dis abandonner n'est pas le mot exact, car il semble bien que ces Européens n'avaient plus, les Hollandais, n'avaient plus la maîtrise des Noirs, qu'ils avaient eux-mêmes introduits dans l'île. Marronnage, incendie, puis empoisonné, semblent être les vraies raisons de leur départ, plus en tout cas que les causes invoquées habituellement, c'est-à-dire invasion des rats, cyclones et maladies. D'accord? Alors qui commet ces exactions, c'est-à-dire les puits empoisonnés, les incendies, les marronnages? Les marrons certainement, les noirs marrons, mais peut-être aussi des pirates. Et les pirates ne font pas de cadeaux aux colonisateurs. Les Hollandais n'ont eu à l'île Maurice que le résultat de leur comportement colonial habituel. L'extrême sévérité envers les esclaves et l'absence totale d'interracialité n'ont pu que provoquer un marronnage massif, d'autant plus que la grande majorité de ces esclaves proviennent d'une même région africaine, le golfe de Guinée. Alors, il faut savoir que les Français ont plutôt pris des esclaves à Madagascar, mais comme Madagascar était occupé par les Français, les Hollandais n'avaient pas guère le choix de prendre des esclaves ailleurs que dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire quand ils venaient du Pays-Bas, ils passaient forcément par le golfe de Guinée où ils faisaient relâche, et là ils prenaient des esclaves. Alors Denis Piat prétend à tort qu'après le départ des Hollandais en 1710, l'île Mauritius restera déserte durant quelques années. C'est sa citation. Mario Serviable affirme au contraire que les archives néerlandaises amènent la preuve que de nombreux Noirs sont laissés dans l'île, et même quelques Blancs, comme Willem Lechnick, qui donne son prénom aux fameuses Plaines Willems. Les Plaines Willems. Il pense cependant qu'il y avait très peu de femmes parmi la quelques centaines de Noirs vivant dans les bois, et que c'est la raison principale qui les force à abandonner leur retraite marronne. Il n'empêche que le Blanc Lechnick, après avoir vécu plus de 10 ans au contact des marrons abandonnés de Maurice, puisque les Hollandais étaient partis, épouse à l'île Bourbon en 1732, à l'âge de 34 ans, une jeune métisse indienne de 13 ans qui s'appelle Pélagie Lebon. Ma conclusion, c'est que la proximité de gens de races différentes favorise, lorsqu'il n'y a plus de système politique pour en faire frein, la disparition du préjugé de race. L'interculturalité, aujourd'hui comme hier, c'est le pari pour le rencontre et le respect, rappelle Miguel Rodrigo Alsina, le portugais. Et le respect passe d'abord par le sentiment d'égalité, en totale opposition avec l'esprit de supériorité coloniale. Antoine Chelin, dans Une île et son passé, l'île Maurice, nous relate un curieux fait d'hiver en 1729. Voilà ce qu'il écrit. En conséquence d'une punition excessive, le cheval de bois
j'y reviendrai, infligé à la femme de M. Coupet, habitant par un employé d'administration du port Bourbon, et de l'intersection de l'abbé Higou qui a été maltraité et insulté par cet employé, en l'occurrence, le gouverneur de Brousse prescrit un ordre relatif à la protection et au respect dû au curé lorsqu'il réclame main forte et assistance. Voilà la citation donc de Chelin. Un fonctionnaire du port Bourbon, donc, aujourd'hui ça s'appelle le Vieux Grand Port, c'est à côté de Mahébourg, a donc fait subir l'épreuve du cheval de bois à l'épouse Coupet. Alors en principe, la condamnation consiste, le cheval de bois, à exposer la personne, nue ou presque, sur la place publique, pendue par les pieds et les mains à une perche horizontale. Cet agent administratif ne respecte rien, ni l'humain, ni la fonction religieuse, puisqu'il se permet également de maltraiter le prêtre qui lui en fait le reproche. D'accord ? Quant au gouverneur de Brousse, eh bien, il fait preuve de magnanimité en défendant l'ecclésiastique scandalisé à la vue de cette femme ainsi dénudée et dégradée. Mais cette anecdote ne nous donne pas l'image d'une société purement esclavagiste, dans laquelle les catégories seraient beaucoup plus cloisonnées. À mon avis, même accusée de fautes graves, voire de crimes, une femme de colon, Madame Coupet, n'aurait pas été exposée là où l'on installe habituellement les esclaves récalcitrants. Alors, de deux choses l'une, ou Madame Coupet est une mulâtresse, ou son mari est assimilé à un noir. Nous sommes en 1729, d'accord, beaucoup longtemps après le début de la colonisation à l'île Bourbon qui se fait vers 1663-1665. C'est-à-dire, on est 10 ans après la naissance de la grande compagnie perpétuelle des Indes du banquier Law. Il y a eu 2 compagnies des Indes. La première, c'était la compagnie de Colbert, qui est née en 1664, et la deuxième, c'est la compagnie de Law, vers 1718-19. Cette nouvelle compagnie amène une nouvelle sorte d'immigrants, cadets de famille bourgeoises ou nobles, militaires gradés, administratifs huppés, qui ont débarqué dans les Mascareignes. Avant, c'était des aventuriers, petites gens, mais maintenant, les Mascareignes attirent des gens qui ont de l'argent. Et pour ces gens-là, les colons pauvres et incultes, descendants des premiers habitants, souvent métissés, ne seraient-ils pas mis au même rang que des esclaves ?